Bonjour à tous. Je vous avoue que je suis un peu dubitative d'intervenir après ces deux interventions tellement brillantes et aussi tellement basées sur des compétences scientifiques. La mienne sera beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus basique. Et c'est vrai que on va essayer de revenir un petit peu peut-être à la vraie vie quotidienne de ce que peut être une activité équestre avec une personne en difficulté. Qu'elle soit handicapée ou en difficulté donc affective ou sociale, et les animaux, les chevaux, qui la plupart du temps quand même dans notre pays sont quand même aujourd'hui présents dans ce qu'on appelle des centres équestres. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir maintenant des chevaux dans pas mal d'autres contextes, mais les centres équestres restent quand même aujourd'hui le lieu de pratique d'activité le plus important. Alors, je vous avoue franchement que le titre, quand il m'a été proposé, il n'était pas de moi. Donc, j'ai répondu plutôt à la question que j'ai proposée. Donc, j'avais été contactée pour intervenir. Un petit peu surprise quand même, en me disant, dites-moi, qu'est-ce qu'effectivement un cadre technique de l'État, enseignant d'équitation, va bien pouvoir venir apporter à ce genre de rencontre avec une réflexion très, très avancée sur la médiation donc animale et surtout la médiation par le cheval. Et puis on m'a dit, si, il y a certainement des choses, et voilà ce qu'on vous propose. Donc j'ai pas mal réfléchi, et je me suis dit, comment je vais répondre à cette question ? On va la relire vite fait ensemble. Les enseignants d'équitation ont vocation, peut-être, à devenir des partenaires des thérapeutes dont le cheval n'est pas forcément de spécialité. Et dont le cheval n'est pas forcément de spécialité, je peux vous dire que ça m'a occupé quand même pas mal de temps dans ma réflexion. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Alors bon. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Alors j'ai l'habitude, je vais quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village, peut-être déclencher chez vous certaines réactions. Des fois, c'est un peu le but aussi. Donc j'ai commencé parce qu'effectivement, comme le disait M. Rossier, je suis cadre de l'État, j'ai des missions, je travaille près de la fédération. Vous rappelez quand même, et l'intervenant précédent disait bien, le problème aujourd'hui de la réglementation et de ce qu'est ce métier donc de médiation dans le handicap par l'animal. Et donc, enseignant, thérapeute, ça c'était ma question, quelle place, quel rôle respectif dans les activités équestres en lien avec le handicap ? C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. C'est peut-être celui-là sur lequel on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Alors, évidemment, comme d'habitude, je vais plomber l'ambiance, mais je vous rappelle qu'effectivement, le rôle de chacun est inhérent à sa compétence professionnelle et qu'effectivement, pour nous, le moniteur est garant du cadre, des aspects équestres, de l'animation, et le soignant est référent de l'intégrité et du confort du cavalier en situation de handicap. C'est une définition que nous avons donc mis en place dans le cadre de l'intervention des enseignants dans les activités au sein de la fédération. Et on rappelle que souvent, que le moniteur n'est pas un soignant et que, a priori, le soignant n'est pas un enseignant d'équitation. Alors évidemment, quand vous alliez les deux compétences, quand vous êtes soignant et quand vous devenez enseignant d'équitation, bien entendu, on peut se dire qu'on remplit l'ensemble des conditions qu'on attendrait pour pouvoir intervenir, en tout cas sur un certain stade. Mais je vais m'en expliquer un petit peu plus en avant. Alors, c'est pourquoi, et avant toute chose, ça me semblait important de le dire, l'enseignant d'équitation est avant tout le garant de la sécurité qui doit, lors de toute mise à cheval de personnes en situation de handicap, doit être la préoccupation majeure. Bon, c'est vrai qu'on a expliqué tout à l'heure que le bien-être des animaux est très important, qu'il ne faut pas utiliser nos chevaux en ayant à un moment donné l'oubli qu'il faut que pour eux les choses soient les plus agréables et les plus confortables. Mais il y a aussi effectivement une composante importante et le ministère chargé des sports est là aussi pour protéger donc les usagers du sport quels qu'ils soient et quel que soit le sport. Et c'est vrai que la sécurité est importante. Aujourd'hui, toute pratique sportive doit à chaque fois être faite avec le maximum de réflexion sur ne pas mettre inutilement en danger les gens qui décident de pratiquer ces activités. Alors on sait bien que de temps en temps on dit pour qu'il nous arrive rien, il ne faut pas se lever le matin, si on reste dans son lit, il ne va rien se passer, bien entendu. Certains sports sont quand même soumis à davantage de risques que d'autres.
On dit parfois en plaisantant qu'il est un petit peu plus dangereux de monter à cheval, par exemple, que de jouer à la pétanque, quoi qu'on peut toujours prendre une boule sur la tête ou quelque chose comme ça, et qu'il est effectivement peut-être plus dangereux de partir faire de l'escalade dans des conditions extrêmes que de monter un cheval de club, un équidé bien choisi, bien préparé, et qui, la plupart du temps, bien entendu, aura une réaction tout à fait positive par rapport à la situation qu'on va lui proposer. Alors, donc l'enseignant, puisque c'est la question qu'on m'a posée, on m'a pas demandé ce que portaient les thérapeutes, et heureusement, parce que je pense que beaucoup de gens beaucoup plus qualifiés que moi vont en parler ensuite, mais on m'a demandé de dire ce qu'appelait l'enseignant. Alors l'enseignant, c'est qui? Bien entendu, c'est quelqu'un qui est normalement titulaire d'un diplôme reconnu donc par l'État. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des diplômes qui sont donc inscrits sur les listes des certifications. Et vous savez qu'on emploie des grandes expressions. Il y a par exemple le RNCP, Répertoire national des qualifications professionnelles, qui aujourd'hui référencie un certain nombre de qualifications, de métiers, qui sont soit sanctionnés par des diplômes délivrés par l'État, mais aussi aujourd'hui, c'est une grande composante qui sont donc des qualifications issues de diplômes proposés par les branches professionnelles. En équitation, c'est le cas, donc je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de ça. Si vous voulez me reposer des questions, j'essaierai de vous répondre. Mais aujourd'hui, au-delà des diplômes d'État, on a aussi ce qu'on appelle des diplômes de branche qui existent. On appelle ça les certificats de qualification professionnelle, mais aussi des diplômes fédéraux qui permettent donc d'encadrer, parfois et souvent sous la responsabilité d'un enseignement diplômé d'État, et qui permettent donc d'avoir un panel donc de gens reconnus compétents et pouvant exercer ces fonctions. Bien entendu, point important, la loi sur le sport, le code sur le sport, l'article donc, je ne sais plus lequel, mais ça doit être l'article 13, alinéa 85, etc. Vous savez comment sont les lois, dit bien qu'il s'agit d'activités contre rémunération. Et ça, c'est important, bien entendu. C'est quand c'est une activité à titre professionnel et qu'il y a donc une rémunération qui est faite. Alors, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai cru comprendre que nos intervenants précédents allaient tout à fait conforter mon intervention et ça m'a rassurée. J'étais moins inquiète. Et de se dire que oui, qu'est-ce qu'on peut, nous, dans ce travail de médiation, apporter? Quand je dis nous, c'est les enseignants d'équitation, mais je sais qu'on est beaucoup dans la salle de toute façon aussi. C'est donc une compétence de choisir le bon équidé. Alors, le bon équidé... Pourquoi équidé? Parce qu'effectivement, cheval, poney, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas du tout de discrimination par rapport à la race, comme on le disait tout à l'heure, ou à la morphologie du cheval. Et ce bon équidé, c'est pour conduire l'activité, celle qu'on décide de mettre en œuvre, jour JERH, avec des partenaires. Voilà, aujourd'hui, on va travailler ensemble et quels sont les bons équidés qu'on va pouvoir choisir, ceux qui seront nos partenaires les plus efficaces dans ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et le bon équidé d'une activité ne sera pas forcément, entre guillemets, le bon équidé ou l'équidé le mieux adapté, parce qu'ils sont tous bien, hein, nos chevaux, bien entendu, mais le plus adapté, on va dire, à ce qu'on va choisir de faire. Alors pour cela, effectivement, il va y avoir des réflexions qu'on va avoir. La morphologie, bien entendu, aujourd'hui, et c'est vrai en équitation classique, on sait qu'on a des petits équidés, les poneys, on a des chevaux de plus ou moins grande taille, et c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte d'adapter un maximum la morphologie du cavalier à la morphologie donc de l'équidé. Je vais vous prendre un exemple. C'est vrai qu'en cas d'effectivement de mise à cheval de quelqu'un qui est handicapé, qui a des gros problèmes de spasticité, donc ce qui est une contraction musculaire exagérée, hein, quand les jambes sont complètement fermées au niveau musculaire, si vous prenez un bon cheval de trait bien large, bien qu'adorable, gentil, etc., ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir à un moment donné une résolution de l'écartement de cette spasticité, et ce sera plus simple si l'équidé n'est pas trop large. Un exemple, par exemple, de morphologie. Bon, la taille aussi, un petit exemple, on sait que beaucoup d'enfants trisomiques sont sujets au vertige. Si vous le présentez tout de suite, le cheval d'1,80 m, quand il va falloir être donc dans la situation de passer à cheval, ce sera des fois plus compliqué de le faire si le cheval l'impressionne par sa taille. Donc, un exemple donc, sur la morphologie. Qualité des allures, là aussi, bien entendu, tous les équidés n'ont pas la même façon de se déplacer. Alors, je pense que beaucoup sont cavaliers. Donc, quand vous savez bien qu'on a tous eu des chevaux en mise en selle qui étaient, comme on disait, tape-cul, et là, on disait, oh là là, à l'heure que je vais passer. Parce que quand on va faire déchausser les étriers, ça va pas être très agréable. Alors,
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des chevaux plus agréables, plus confortables, avec des locomotions beaucoup plus faciles à accompagner par le biais de notre assiette. Et donc ça aussi c'est important. Plus on aura un cavalier en problématique de tonus ou d'équilibre, plus on choisira effectivement un cheval confortable et adapté dans cette locomotion, bien entendu. Le caractère, bon là j'enforce des portes ouvertes, bien entendu, on va prendre des chevaux qui en tout cas auront le caractère ou auront conservé un caractère, les intervenants précédents l'ont bien expliqué, qui soit effectivement coopératif. Si le cheval n'est pas coopérant, s'il n'est pas de bonne humeur, si il en a un peu marre, parce que c'est vrai qu'on expliquait des tas de choses, mais ils sont aussi comme nous, ils ne sont pas forcément de façon chronique devenus désagréables, mais vous quand vous en avez marre, la bonne solution que vous pouvez faire, c'est de partir un mois en vacances. Nos chevaux aussi, le cheval qui en a un petit peu marre, on peut le mettre un peu en vacances, on peut lui faire autre chose, etc. Et finalement, il sera de nouveau plus coopérant. Mais quand vous sentez qu'il n'a pas vraiment envie, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter peut-être de s'encombrer de ce genre de problèmes supplémentaires. Et puis, on en parle peut-être moins, et ça c'est un peu plus peut-être notre domaine, la qualité du dressage, parce qu'effectivement, on va faire donc tout un travail aussi sur le cheval avec la personne en situation de handicap, qu'elle soit handicapée mentale ou handicapée moteur ou sensoriel. Mais si le cheval n'est pas bien dressé, ça va nous poser des petits soucis. Alors quand je dis dresser, le terme, il faut dire dresser, oui. En tout cas, un cheval qui va avoir les bonnes réponses aux bons stimuli, aux bonnes demandes. Tout enseignant d'équitation, s'il dit à son débutant, bon, pour le faire avancer, tu serres tes jambes. Ok, je serre mes jambes. Ben, il ne se passe rien, alors vous avez le cheval, bon, ça va. Et votre débutant, il dit, tu me dis de faire ça et ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas parce que, bon, un petit peu de lassitude. Donc on a besoin de redemander aux chevaux d'accepter de répondre de façon adaptée au code que nous avons, nous, institué, qu'on appelle les aides en équitation. Et si le cheval a un petit peu tendance à les oublier, ben, on lui rappelle gentiment, au fait, ça veut dire ça, s'il te plaît, merci. Puis comme ça, il le fait volontiers. Et c'est vrai que des chevaux dressés, des chevaux qui ne tirent pas, c'est important. Des chevaux qui vont effectivement avoir la bonne réponse à la bonne demande, ça va nous faire effectivement une aide très précieuse par rapport à nos actions pédagogiques. Mais, alors là aussi, je suis très confortée par rapport à ce que les intervenantes précédentes ont dit très brillamment. Il est aussi important qu'il intervienne sur la préparation spécifique du cheval ou du poney avec des situations de médiation. Donc moi, que j'ai compris comme des situations auprès de gens en situation de handicap ou en situation de souffrance. Alors il y a des petites choses, effectivement, par rapport auxquelles les chevaux ne sont pas habitués au quotidien. Donc désensibiliser aux éléments extérieurs inhabituels. Un fauteuil roulant, c'est pas effectivement la chose qu'on rencontre le plus au quotidien dans un centre équestre. Et nous, moi je m'occupe beaucoup effectivement de paradressage. On a pas mal de cavaliers en fauteuil et on voit vite que les reniflements, etc., ça m'intéressait. Les chevaux vont renifler le fauteuil et finalement, au bout d'un moment, intégrer ça dans leur univers, donc ça pose plus de problème. Les déambulateurs, bon, tous ces instruments qui permettent de faciliter le déplacement, mais qui sont quand même des éléments étrangers, qui ont des fois des bruits ou des aspects différents. Et puis aussi d'autres choses, comme le chien guide de la personne non-voyante, par exemple, si le cheval n'est pas habitué à avoir des chiens près de lui, etc., etc. Son accommodation à différents harnachements spécifiques, donc je ne vais pas dévoiler parce que je sais que mes amis qui sont intervenantes après moi vous parleront de ça de façon plus poussée, mais des choses qu'on utilise comme les selles biplaces, des taquets amovibles, les scratchs parce que alors les chevaux, voilà, ils sursautent, ça leur fait peur. Et au bout d'un moment, comme on dit, on les désensibilise à ces bruits inhabituels. Donc on prépare, parce que ce n'est pas le moment de désensibiliser quand l'enfant ou l'adulte est sur le cheval, bien entendu. Ça se passe bien en amont. Et là, il faut effectivement un enseignant qui ait l'habitude de pouvoir proposer ce stimuli. Le dressage à la situation de montoir avec des aides matérielles. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas que pour les situations handicapées. On sait bien que c'est bien plus confortable pour les chevaux de s'élever pour leur monter dessus plutôt que de... Alors, quand on est jeune, c'est pas un problème, mais quand on vieillit, ça devient plutôt de l'escalade aussi, par moment. Donc, c'est quand même bien plus sympa de s'élever de façon à ne pas mettre le cheval dans l'inconfort. Et c'est bien plus sympa aussi pour les cavaliers vieillissants de monter avec beaucoup moins d'efforts physiques. Ça évite d'avoir la séance qui
qui s'arrête tout de suite avant le début, parce qu'on s'est déjà fait mal au dos ou à la jambe, rien que dans la situation de montoir. En plus, je vous rappelle que le montoir, c'est quand même une des situations équestres les plus dangereuses, puisque on n'est pas encore sur le cheval, on n'est plus vraiment à terre, dans une situation de déséquilibre. Et c'est une des situations, si le cheval n'est pas immobile, si le cheval nous échappe, si le cavalier, à un moment donné, est en difficulté, où il peut avoir effectivement des risques de chute assez préjudiciables. Et puis effectivement, alors l'immobilité totale, ça c'est important bien entendu, et puis évidemment une désensibilisation montée à des situations particulières. Les cris, nous avons certains de nos cavaliers qui s'expriment en criant. Alors nous, on a appris à ne plus le faire. De temps en temps, quand même, quand ça se passe pas bien, ça peut revenir. Hein. Qui n'a pas au secours, ou appeler maman à cheval ou des choses comme ça. Donc on peut aussi nous crier, ou parce que voilà, à un moment donné, c'est un réflexe humain de crier quand une situation dangereuse ou de stress est là, ou de bonheur aussi. Vous pouvez crier de joie. Hein. Donc le cri est donc une situation de communication que nous, on a un petit peu réfrénée, mais qui existe, mais aussi des gestes incoordonnés quand le cavalier a des problèmes moteurs, et puis après des choses plus techniques que je connais bien moi dans le paradressage de haut niveau, des cavaliers qui n'ont plus de jambes, paraplégiques, et on réapprend les chevaux à répondre à l'action des sticks qui remplacent les jambes, et en fin de compte, le cheval ne pense plus que le fameux stick, qui est une longue cravache, de dressage pour ceux, mais je pense que tout le monde connaît, mais je traduis quand même. Le cheval, souvent, il est un petit peu restimulé. Je ne vais pas dire punir, parce qu'on me dit, oh là là, mais en tout cas, remémoré par le stick. Et là, il faut que la situation ne devienne plus une situation de correction, mais plutôt une situation classique, et que le stick soit simplement un substitut de l'action des jambes qui n'existe plus. Y compris l'incurvation à une main. Moi, on explique souvent qu'on a des cavaliers qui n'ont qu'un bras, ils font du dressage, du paradressage et cercle à gauche. Si ils n'ont pas le bras gauche, eh ben, il faut qu'ils trouvent une solution pour incurver à gauche un cheval avec uniquement la main droite. Et ça, je peux vous dire qu'on voit des choses très étonnantes, mais il y a aussi une certaine préparation du cheval qui peut se faire par un cavalier, un enseignant aguerri. Et plus en aval, et là je reviens aussi à appuyer ce qui a été dit, grâce à ses compétences de cavalier technicien de l'activité, parce que l'enseignant, peut-être que ça viendra sur le débat après, en principe est un bon cavalier et un bon technicien équestre, même s'il y a des fois des polémiques. En tout cas, c'est ce qu'on essaye pour la plupart d'instaurer. Donc l'idée, c'est que lui derrière, parce que ce qui a été dit est vrai, on constate en tout cas dans le cas de handicap moteur que malgré la bonne volonté des cavaliers intervenants, de temps en temps, il peut y avoir donc des problèmes moteurs et physiques qui se répercutent sur les chevaux. Et donc, il est important que le cheval puisse être retravaillé pour retrouver des allures, une symétrie, souplesse, équilibre, donc monter ou à pied bien entendu, hein, les longues rênes, la longe, et parce que comme on le disait, de temps en temps il y a des répercussions. J'ai deux exemples, la contraction excessive d'un côté équivalent et une hémiplégie, cavalier hémiplégique qui va souvent être très contracté du côté hémiplégique, donc le cheval va avoir tendance aussi, parce qu'il n'est pas non plus latéral, hein, latéralisé, le cheval il a son côté, son meilleur côté, vous le savez bien si vous êtes cavalier, donc il va avoir tendance à se contracter. Et puis on a constaté aussi, nous, avec nos cavaliers paraplégiques, des lombalgies, puisque les cavaliers n'ont pas toute la souplesse du bassin et du dos, donc on a besoin donc de retravailler les chevaux, bas, rond, à droite, à gauche, enfin voilà. En tout cas, un retravail juste, comme on le dit en équitation du cheval. Et puis, on en parlait, c'est pour ça que je posais ma question aussi, l'intégrité morale de l'animal, en lui offrant un travail varié. Donc, c'est vrai que des chevaux, nous, on fait du paradressage, par exemple, et ben, de temps en temps, aller trotter en extérieur, une bonne petite détente au galop, des petites séances en liberté, à la longe, avoir le droit de jouer, lorsque l'activité, par exemple, se déroule que au pas. On peut imaginer que le cheval, même s'il est dehors, etc., il peut avoir envie d'avoir la détente. On parle souvent des enfants qui courent à la récréation, mais nos chevaux, et surtout s'ils sont au box, ils ont aussi besoin de se détendre physiquement, j'imagine. Et donc, c'est important de leur apporter aussi cette variation. Moi, j'ai une cavalière qui ne voulait pas qu'on fasse galoper son cheval, et on a fini par lui dire, c'est indispensable. Ton cheval, il doit galoper parce que ça fait partie de sa nature et que, comme on ne dirait pas, effectivement, un enfant ne pas courir à la récréation alors qu'il en a besoin.
Alors, donc, dans la mise en œuvre de l'activité, l'enseignant, par le panel très varié des disciplines équestres, donc, va aussi être un partenaire de notre thérapeute, pas spécialement, puisque c'était spécialiste, en tout cas compétent en matière d'équitation, mais souvent ils le sont, donc c'est pour ça que le débat est intéressant. Mais l'enseignant, lui, il va apporter matière aussi à tout projet de médiation par le cheval. Il y a plein de disciplines, et c'est vrai qu'on pense simplement à la mise à cheval classique, mais après, quand les apprentissages équestres sont possibles, on peut proposer des choses, des panels différents, variés, l'équiphone, le pony game, l'attelage bien entendu, aujourd'hui toutes les techniques d'équitation d'extérieur avec les treks, etc. Et l'enseignant, lui, il a cette culture et il peut proposer donc dans les projets des activités. Donc il vient une force de proposition au niveau du ou des thérapeutes. Il va apporter des solutions pédagogiques adaptées et il va permettre d'atteindre les objectifs qui ont été donnés. Et ceux-ci ces objectifs, bien entendu, auront été déterminés de préférence par une équipe pluridisciplinaire qui est la porteuse du projet. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, où va-t-on et comment on y atteint. Et l'enseignant, lui, peut dire, ben moi j'ai ça, j'ai ci, j'ai cette activité, j'ai cette situation pédagogique et la proposer au thérapeute et en discuter avec lui. Alors, mais le message principal, en tout cas celui que la fédération veut passer par le biais de ses enseignants et de ses clubs, c'est que des séances de type médiation par le cheval au sein d'un centre équestre, je dis bien au sein d'un centre équestre, doit être le fruit d'une collaboration étroite entre l'enseignant d'équitation et le ou les soignants. L'union fait la force. Alors moi j'aime bien les petits adages comme ça. C'est effectivement une expression populaire, mais elle illustre bien la réalité. Donc c'est très très important de savoir que tout seul, bien sûr qu'on peut faire des choses, mais il y a toujours un moment donné où quelque chose nous échappe. Quand on est plusieurs et quand en plus on peut croiser des approches et des cultures différentes, il y a toujours un moment donné quelque chose qui va en sortir de plus fort et de plus avancé par rapport aux choses. Alors, peut-être, on discutera tout à l'heure, mais plus les apprentissages équestres seront possibles, plus notre cavalier handicapé ou en difficulté ou en souffrance deviendra entre guillemets cavalier, c'est-à-dire autonome sur son cheval, plus l'enseignant sera le maître du jeu. Il s'effacera bien entendu davantage lorsque la valence thérapeutique sera prédominante, comme par exemple des situations où le cheval est utilisé uniquement au pas, tenu en main, et que le cavalier n'est pas acteur de l'utilisation de sa monture. Bien entendu, quand les choses sont vraiment de l'ordre des aspects très thérapeutiques, psychothérapeutiques, voire psychanalytiques, si ça existe encore, je ne sais pas, de mon temps ça existait, mais ça fait longtemps que j'ai décroché du métier de soignant, mais je veux dire, là, évidemment, l'enseignant d'équitation, lui, sera simplement pour vérifier que son cheval va bien, que le jour où on le choisira, si c'est lui qui est l'animal médiateur, que ce matin-là, ce jour-là, tout ira bien pour le prendre. Parce que le cheval, ce jour-là, il peut être effectivement pas très bien, il peut avoir des signes de colique, il peut avoir une petite blessure, il peut avoir un mal-être. On parle des vacances, mais aussi on ne se lève pas tous les jours de la même forme. Et c'est à l'enseignant de dire peut-être au thérapeute, tiens, là, je ne sens pas le cheval. Il risque peut-être, dans son comportement, de venir induire des choses qui ne vont pas être bénéfiques dans le travail que tu fais et qui est très thérapeutique. Donc, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on change? Enfin, voilà, discussion. Mais l'enseignant, lui, il a l'œil sur ses chevaux. Et tous les matins, quand il fait le tour de ses écuries, normalement, si c'est un bon enseignant, il sait ce qui se passe. Alors, pour rendre ce partenariat efficace, la fédération a mis en place un brevet fédéral et qui en dit. Donc, il y a deux valences. Une valence où on travaille plus sur les aspects handicap mental, une valence où on travaille plus sur les aspects handicap moteur et sensoriel. Donc, cette formation, elle va apporter des connaissances et des compétences aux enseignants. Alors, c'est leur apport. Donc, on leur propose d'apprendre à établir un partenariat efficace avec les soignants, de bien préparer leur structure, c'est important quand vous allez dans les centres équestres, que ce soit adapté le mieux, les petits plans inclinés, les petits signaux, les petits pictogrammes qui vont aider effectivement le repérage,
On venait de le dire, je ne vais pas revenir, préparer sa cavalerie, adapter ses compétences pédagogiques pour une mise en œuvre efficace. Et je vous rappelle que le projet peut être soit sportif, soit loisir, ça existe aussi dans la médiation, soit éducatif, soit thérapeutique. Et par rapport à ça, il va pouvoir donc apporter son savoir-faire, ses connaissances et choisir dans son panel d'équidés et dans son panel d'activités ce qui va correspondre le mieux. Pour conclure, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. C'est Henry Ford qui a dit ça. Moi, ça me parle bien. Et je vous remercie de votre attention.